Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de l'autorité politique dans l'histoire avec mon invité que je retrouve dans un instant. Si nous parlons aujourd'hui de l'autorité politique, c'est grâce à un ouvrage que vient d'écrire François de Smet, livre intitulé Le tiers autoritaire, essai sur la nature de l'autorité politique, ouvrage publié dans la collection Humanité aux éditions du Cerf. Vous êtes, François de Smet, docteur en philosophie et lettres de l'Université de Bruxelles, et vous réfléchissez au fil de vos ouvrages, notamment sur ce thème de l'autorité politique. Alors on s'imagine bien que dans l'histoire, à l'origine des temps, l'autorité politique résidait dans les mains de la divinité. C'était Dieu qui fondait l'autorité politique. C'était Dieu et c'était la nature, c'est-à-dire des ordres complètement transcendants à l'être humain. Et ça correspondait forcément à des temps où l'être humain se concevait comme très dépendant et très inférieur à la nature. Le monde tout ce qu'on appelle le monde des anciens, donc à peu près jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qu'on oppose au monde des modernes, qui est plutôt notre monde depuis la Renaissance, est caractérisé par une forte alliance, si vous voulez, entre la manière dont l'homme se considère et la manière dont il pense autorité. Et il a toujours eu besoin de concevoir que l'autorité dépendait de quelque chose qui lui échappait complètement. Qui lui était transcendant. Bien entendu, même si dans les faits, c'est toujours des hommes qui ont de l'autorité sur d'autres hommes. Mais il faut toujours un tiers, d'où le nom de cet ouvrage, pour que, d'une manière ou d'une autre, les hommes acceptent une autorité suivie par d'autres hommes. Ce tiers a pu être l'ordre divin, Dieu, incarné par exemple par le christianisme, mais aussi par les autres formes de monothéisme. Et aujourd'hui dans l'islam, pourrait-on dire. Et aujourd'hui dans l'islam, dans toutes les formes de divinité connues. Et ce n'est que bien après, lorsqu'on est passé du monde hétéronome au monde autonome, et qu'on est passé, si vous voulez, de Dieu du corps au contrat social, que là l'autorité s'est conventionnalisée, et que ce tiers autoritaire, comme je l'appelle, pour essayer d'identifier ce concept qui change de corps, si vous voulez, et d'aspect au cours de l'histoire, s'est incarné de manière conventionnelle depuis le contrat social. Alors vous dites, parce que quand vous dites contrat social, on pense immédiatement à Jean-Jacques Rousseau, auteur du contrat social, 1762, donc milieu du XVIIIe siècle, mais vous évoquiez il y a un instant le Moyen-Âge. Vous disiez, mais c'est au Moyen-Âge que les choses changent. Expliquez-nous un peu pourquoi vous fixez, disons à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, cette mutation. Tout le Moyen-Âge, vous le savez, était caractérisé par la dualité des deux glaives. Donc cette grande bataille entre les rois de France, les empereurs germains d'une part et la papauté, qui se sont disputés. La querelle des investitures. Voilà, notamment. Il y a eu plusieurs épisodes. On pense à la querelle des investitures, par exemple. Il y a eu d'autres épisodes où à la fois les rois et les papes essayaient de revendiquer l'autorité morale, cela déchirant. Et finalement, c'est l'État qui a gagné. C'est l'État qui a gagné lorsque un juriste appelé Jean Bodin, vers le XIIIe siècle, a inventé réellement le concept de souveraineté. Il l'a doté de... C'est là qu'il a dit que la loi existait comme un concept qui permettait de déterminer ce qui existait en dehors même de la conception de Dieu. Et à partir de ce moment-là, la monarchie absolue de droit divin s'est complètement émancipée de la tutelle papale, si vous voulez, tout en concentrant tous les pouvoirs. Et c'est à ce moment-là, une fois que le cadre juridique de la souveraineté est né, que l'acteur après du peuple et puis des penseurs du droit naturel ont pu émerger. Parce qu'une fois que l'autorité était campée par un souverain qui concentrait tous les pouvoirs, est arrivé de manière en réaction, si vous voulez, de manière dialectique, le fait que de plus en plus de gens se demandent, oui, mais au fond, qu'est-ce qui justifie que l'autorité soit dans les mains d'un seul homme ou de si peu d'hommes? La multitude a commencé à naître, et c'est alors que Jean-Jacques Rousseau et tous les autres, on peut penser à Locke, à Hobbes, se sont mis à imaginer des systèmes par lesquels on pourrait dire que la souveraineté émane d'une manière ou d'une autre de la multitude et du peuple. Et au bout d'un moment, on a tué le père au sens freudien, et c'est ce qui est arrivé historiquement avec les révolutions, où tout à coup, on essaie de se débarrasser de ce qui caractérisait encore le reste de l'autorité ancienne, c'est-à-dire la monarchie absolue de droit divin, et toute l'autorité qui restait encore de manière divine et naturelle et causale par le concept du père. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un système de souveraineté politique où c'est le peuple qui détient les pouvoirs. Je ne sais pas si je suis sûr que ce soit le peuple. Est-ce que ce ne sont pas les présidents de parti
Vous allez me dire que les présidents de parti représentent le peuple. Mais dans nos démocraties d'aujourd'hui, c'est pas vraiment le peuple qui s'exprime, ce sont ses représentants et surtout ceux qui sont à la direction des partis qui rassemblent ces représentants. C'est vrai, c'est d'une certaine manière le drame, entre guillemets, de la modernité tel que Hannah Arendt le décrivait. Pour résumer les choses, elle disait, au fond, les traditions, les religions et l'autorité, c'est un triptyque très concentré. Dès que vous essayez de retirer l'un des trois, les deux autres s'affaiblissent. Et la démocratie est quelque part condamnée à ça. Nous vivons notre modernité en essayant de la penser de manière complètement profane, immanente, donc en essayant de concevoir une autorité humaine, qu'on reconnaît comme humaine, et descotchée, si vous voulez, de tout référent transcendant et divin. Et du coup, elle s'affaiblit, parce que nous savons bien qu'au fond, ce ne sont que des hommes. On a ramené l'autorité, non plus sur le passé, mais sur le temps présent. Et donc, elle nous paraît contingente, immanente, et on a l'impression qu'en fait, elle n'existe plus. On ne se sent plus représenté par des présidents de parti ou par le pouvoir politique, parce que on sait très bien qu'il n'y a pas de transcendance là derrière. Il manque un peu cette part de rêve. Et sans doute, la solution n'était pas vers un retour en arrière, mais vers d'autres manières de penser la collectivité et la gestion de l'autorité par elle-même. Mais cette part de rêve, on pourrait considérer qu'elle se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je pense que tous les partis démocratiques acceptent cette charte fondamentale de la pensée moderne, de la pensée des Lumières. Or, nous observons que si, je mets bien entendu les partis extrémistes à part, quand on considère la vie politique, que l'on voit que nos représentants politiques adhèrent à cette vision, ils ne proposent pas du tout les mêmes visions politiques, et je me répète, ils interviennent un petit peu par personne interposée, personne des présidents de partis interposés, la masse des représentants publics ayant finalement peu de choses à dire, et j'imagine que le député, le sénateur qui voterait à l'encontre des commandements, des ordres du parti aurait des soucis à se faire. C'est vrai que les francs-tireurs en politique ne sont pas souvent récompensés, notamment en termes de carrière. Mais vous avez raison, et mon livre se termine d'ailleurs là-dessus. C'est le dogme, dans le bon sens du terme, des droits de l'homme qui prend le relais de la souveraineté. Et c'est heureux, d'une certaine manière, qu'on ait un cadre aussi largement partagé que celui des droits de l'homme. Et en même temps, on se rend compte qu'il ne peut pas suffire. Parce que la simple promotion, le simple respect des droits de l'homme, on s'en rend compte, n'est pas la garantie suffisante pour qu'ils puissent être respectés plus tard. La clé dans ce que vous dites et dans ce que je viens de développer, c'est sans doute l'éducation. Comment faire en sorte que les gens se sentent responsables de leur vote? Comment faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression que nos représentants nous représentent et que le pouvoir n'est pas juste quelque chose qu'on donne juste le jour des élections. En Belgique, on est dans un système particulier où effectivement les présidents de parti ont un très grand pouvoir, mais c'est tout de même une démocratie. Il y a tout de même moyen de changer de vote. Il y a tout de même moyen de ne pas réfléchir simplement sur la tête des gens et sur les émotions, mais sur le contenu des programmes. Et d'une certaine manière, c'est quand même le peuple, même si c'est de manière très ponctuelle, qui a heureusement le dernier mot. Oui, c'est le peuple, mais je dirais, c'est un peuple très lointain. Le peuple qui donne sa voix à un député, à un conseiller communal, et puis les choses s'arrangent au niveau des gouvernements. Le citoyen n'a pas toujours l'impression que ce qu'il a voulu dire à travers son vote a été compris, puisque c'est une oligarchie de présidents de parti, pas seulement en Belgique, hein, en France, même dans les pays où il y a un vote majoritaire, le citoyen peut avoir ce sentiment que les choses sont arrangées entre des politiciens professionnels et que son avis, on n'en tient pas beaucoup compte. Il y a une part de vrai, mais je crois que le citoyen ne peut pas être complètement satisfait. Si vous voulez, la modernité, c'est aussi le divorce définitif entre le fait que le peuple ne peut pas être gouverné complètement par le peuple. C'est à la fois le succès et l'échec de Rousseau d'avoir pu le démontrer. Il y aura toujours une part d'amertume et de déception parce qu'il doit y avoir une distance entre gouvernant et gouverné. S'il n'y en a pas, ça veut dire que la démocratie est ingouvernable. Et donc moi, vous avez raison, mais en même temps, je me méfie également des gouvernants et des hommes politiques qui veulent être trop proches par leur permanence sociale ou par les autres biais. Ce n'est pas forcément la meilleure manière de s'occuper de l'intérêt général. Eh bien, je vous remercie infiniment, François de Smet, de nous avoir parlé de ce thème important de l'autorité politique. En ces temps d'élections, nous venons de vivre des élections. Je rappelle que vous avez écrit un ouvrage intitulé « Le tiers autoritaire, essai sur la nature de l'autorité politique », ouvrage publié aux éditions du Cerf à Paris
dans la collection Humanité. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.